dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque dernier vendredi du mois, c'est notre rendez-vous de décryptage économique avec Michel Rumi, économiste associé de SPAC. Bonsoir Michel. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Rendez-vous de rentrée avec vous sur un sujet qui me paraît fondamental. Comment prévoit-on l'inflation ? Et ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire, comment on construit une prévision d'inflation ? On pourra revenir pourquoi tout le monde s'est trompé, etc. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à prévoir. La prévision de la conjoncture, en général, est difficile. Et là, on ne parle pas de la croissance. On parle vraiment spécifiquement de l'inflation. J'ai l'impression que c'est peut-être encore plus dur que la prévision de croissance, la prévision d'inflation. Tout à fait. Ça a été votre métier en partie. Enfin, en tout cas, vous avez travaillé sur ce genre de prévision, Michel. Oui, tout à fait. Alors, première des choses qu'il faut savoir, c'est que les projections d'inflation sont faites par des prévisionnistes et non pas par, on va dire, le commun des mortels. On va dire ça comme ça. Ce sont des experts, en priori. Et donc, on va utiliser une palette d'outils, dont notamment un modèle d'analyse et de projection d'inflation. Alors, ce qui est très important, c'est de construire un modèle qui soit robuste et cohérent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Robuste, ça veut dire que on va s'appuyer sur des relations théoriques. On va dire robuste, c'est le lien entre salaire et les services. D'accord ? Première des choses. Et cohérent, c'est on va pas lier le pétrole, par exemple, avec le prix des services. Du moins, c'est pas si évident que ça. Et donc, ce modèle va, dans un premier temps, prévoir avec, à l'horizon d'un an, en fait, l'évolution des prix de 4 grands, on va dire, agrégats, l'alimentation, les besoins industriels, l'énergie et les services. Ce modèle, en fait, il s'appuie sur une certaine régularité historique. Donc, c'est pas mal. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'en fait, il faut tenir compte de, on va dire, l'économie, de la spécificité de l'économie. Et pour cela, on va s'appuyer sur ce qu'on appelle des jugements d'experts. Ça veut dire quoi ? C'est que, d'une certaine manière, on va tenir compte des événements de la vie réelle, d'une certaine manière. Et donc, par exemple, on va tenir compte des chocs qui ont eu, on va dire, qui ont été un peu spécifiques d'une période. Par exemple, les problèmes d'approvisionnement à la suite, on va dire, de la crise du Covid, ou, par exemple, des politiques économiques mises en place pour, on va dire, pallier ces difficultés. Et donc, c'est par exemple le bouclier tarifaire énergétique. Et donc, tout cela fait qu'on va y arriver. Et on fait des prévisions. Alors, on est optimiste, subjectif, parce que ça aussi, c'est faux. Il y a aussi un phénomène là-dessus. Puis, on va arriver à un scénario et on va essayer de faire le plus vraisemblable possible. Bien sûr, il est révisable. La période, alors ça restera peut-être dans les livres d'histoire comme la période moderne, en tout cas, où les erreurs de prévision d'inflation ont été les plus massives. Bon, souvent, on les met sur le dos des banques centrales. Tout le monde fait des prévisions d'inflation, tous les économistes de banque, tous les économistes de marché. Bref, alors c'est toujours facile de faire du backtrading, de dire non, mais moi je le savais. En septembre 2021, je savais que l'inflation serait à plus de 10% en zone euro un an et demi plus tard. Bien sûr. Ça reste quand même intéressant de s'interroger sur l'ampleur des erreurs qui ont pu être commises dans les prévisions, avec des chocs exogènes, effectivement, dont les conséquences ont été très compliquées à anticiper, à imaginer. Tout à fait. C'est qu'en fait, avec la crise du Covid, on a eu un choc désinflationniste, c'est-à-dire un ralentissement de la croissance. Et comme on avait prévu sur, on va dire, une plus longue période, on a eu, on va dire, une erreur entre les deux. À la sortie de la crise du Covid et en même temps avec la crise de l'Ukraine, au contraire, on n'a pas vu la flambée des prix et donc l'inflation était très basse. Donc c'est vrai que l'erreur. Mais ce qui est très important dans l'exercice de la prévision, c'est de se dire où et pourquoi on a fait les erreurs. Bien sûr. Et c'est ça qui est très important parce qu'on va essayer à chaque fois d'améliorer le diagnostic des experts. Bien sûr. Et bien sûr du modèle, mais c'est ça qui est très important. On apprendra de cette période. Vous dites les experts, les prévisionnistes d'inflation vont avoir beaucoup d'apprentissage à tirer de cette période. Tout à fait, et on prend d'autres nouveaux éléments pour être le plus, on va dire, plus précis possible, on va dire. Si je reviens à la prévision même d'inflation, on fait une prévision sur un horizon de temps. Ah, tout à fait. Donc, il faut déjà calibrer son horizon de temps. C'est pas la même chose de faire une prévision de moyen long terme ou de court terme. Court terme, c'est quoi pour un prévisionniste en matière d'inflation ? En fait, c'est 3 mois. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que on court pas de la même manière un 100 mètres qu'un marathon. Donc, ce qui fait que c'est pareil. En fait, on a un court terme qui va se situer aux alentours de 3 mois. Et du coup, on va faire des
projection donc d'inflation sur une vingtaine de produits. Ça passe par les fruits, par les transports ferroviaires ou aériens, éventuellement les carburants. Et ça, c'est... Comment fait-on ça? Donc, première des choses, comme c'est relativement à court terme, on va beaucoup, on va dire, s'appuyer sur la documentation existante. Ça veut dire qu'on va avoir les documents budgétaires, les revues professionnelles, puis en même temps, à partir de là, on va avoir pas mal de choses, d'informations, et on va essayer de transformer. Par exemple, on s'est aperçu des aléas climatiques. Et donc, qu'est-ce qu'il faut voir? C'est des aléas climatiques et leur évolution. Par exemple, on a eu 7 ans en fait de El Niño qui a modéré les températures. Et là, on risque de rentrer dans El Niño qui va augmenter les températures. Donc, ça va changer les conditions de l'exercice et donc les prévisions. Il y a aussi les révisions de tarifs publics, des taxes, etc. Et puis également des négociations entre les producteurs et les distributeurs, par exemple, comme dans l'agroalimentaire. Et donc ça permet déjà d'avoir une première, on va dire, une première impression. Mais en même temps, il faut tenir compte aussi de la saisonnalité. Par exemple, on s'aperçoit que dans le transport, notamment aérien, les prix sont plus élevés en été ou pendant les fêtes de fin d'année. Et donc, c'est une certaine saisonnalité. Et donc, du coup, on s'aperçoit qu'il faut aussi tenir compte de l'évolution du prix du pétrole et des carburants pour justement ajuster, en fait, ces prévisions-là. Ouais. Et c'est ça qui est important de bien voir, qu'en fait, il y a beaucoup d'analyses, on va dire, techniques, c'est-à-dire le modèle, mais qui est souvent aussi bien réajusté par le sentiment. Oui, on a beaucoup de statistiques corrigées des variations saisonnières. Voilà. C'est toujours le CVS qu'on met après différentes statistiques. Quand on veut réaliser une prévision d'inflation sur du plus long terme, on parle quoi? D'un an? Un an, c'est long déjà pour essayer d'anticiper l'inflation dans un an. Tout le monde se casse les dents en ce moment. C'est déjà un horizon de long terme. Tout à fait. En fait, l'idée, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'un économiste prévisionniste va donner la tendance. On ne peut pas... Non. C'est un coup de bol. Au point près, à la virgule près. Oui. Voilà. Non, mais ça, il faut le mettre parce qu'il faut bien rendre une copie. Voilà. Mais c'est la tendance qui compte. Voilà, exactement. Et donc, pour cela, on va s'intéresser à peu près à une douzaine de gros agrégats, notamment, c'est les produits manufacturés ou les services. Donc ça, déjà, on va avoir une première des choses. Et puis, on va s'appuyer, par contre, sur justement ce modèle. Ce modèle qui a une certaine régularité historique, etc. Mais ça va donner, on va dire, le ciment, en fait. Mais à côté de cela, au-delà des aspects, on va dire, d'autres informations, on va tenir compte du commerce international. Et notamment les anticipations des matières premières, du prix des matières premières, des produits énergétiques, de l'alimentaire. Et là, on va remodeler, sachant que, de toute façon, on va essayer de donner une tendance, on va dire, à un an, mais on va remodeler toutes les prévisions tous les 3 mois, de telle manière qu'on essaye d'ajuster un peu au fur et à mesure, parce que c'est compliqué. Personne n'a prévu la guerre en Ukraine et donc les conséquences. L'IA va renforcer considérablement les modèles de prévision d'inflation et les modèles statistiques en général, Michel. Il ne faut pas rater, on va dire, l'IA, ça va accompagner aujourd'hui le monde, on va dire, en général, d'autant plus qu'on s'est trompé dans cette période-là. Donc, on peut se tromper avec l'IA aussi. Enfin, c'est ce que je comprends à ce stade de ma petite lucarne. Je comprends qu'on peut mettre les mauvaises données dans un modèle et ressortir des mauvais résultats sur la base des mauvaises données. Non, tout à fait. Oui. L'idée, c'est que on est en phase, on va dire, de production, d'amélioration. En fait, on teste, on ne pourra jamais dire, tiens, l'IA a donné et on est tranquille. Non, on teste les modèles et l'idée, c'est notamment de voir qu'au Canada, on a déjà essayé de tester certains modèles. Et alors, cette particularité, c'est qu'ils se sont appuyés sur les données américaines parce que les États-Unis collectent tout et donc il y avait une grande profondeur de données. Profondeur de données. Et donc, ces modèles IA s'appuient très peu sur la théorie. Donc, il donne beaucoup, on va dire, à l'empirique, en fait. Et ça permet de discerner concrètement plusieurs choses, notamment, c'est les pressions à la hausse, si elles sont transitoires ou, on va dire, plus long terme, ou d'extraire les attentes inflationnistes de la population, puis éventuellement les écarts entre la demande et la production, qui sont des données essentielles pour la politique monétaire. Et donc, tout cela, en fait, ils permettent de prévoir, mais aussi de comprendre les causes de l'inflation. Et c'est ça qui permet en même temps d'essayer de voir comment ça fonctionne.
Et le modèle canadien dont j'ai en tête, en fait, lui, par exemple, n'a pas à bien cerner, on va dire, l'inflation de 2021, parce qu'il a dit, c'est un écart entre la demande et l'offre, alors que tout le monde a fait autre chose. Mais le grand problème, c'est comme tout IA, c'est assez opaque, et on ne connaît pas ce qu'il y a dans le moteur. Et donc, on ne comprend pas pourquoi elle sort ça, quoi. Voilà. Ouais. Et c'est la grande difficulté, c'est qu'après, on arrive à se dire, le jugement d'expert qu'on remet en cause, en fait, est parfois difficile à saisir. Votre jugement d'expert, Michel, c'est quoi la bonne inflation? Le bon niveau d'inflation, c'est quoi? En fait, c'est pas tant l'inflation, il faut qu'elle soit modérée et stable. En fait, il faut qu'il y ait un niveau d'élévation de prix qui ne perturbe pas grandement l'économie. Et donc, si je sais qu'il y a une inflation, mais qui est modérée et stable, les chefs d'entreprise et même les ménages, tout le monde peut faire des anticipations ou des prévisions avec une certaine confiance. Par exemple, le chef d'entreprise peut très bien anticiper ses coûts futurs, du coup, en faire ses investissements, embaucher. Il y aura de la consommation et donc finalement de la croissance. Donc aujourd'hui, avec les révisions des politiques monétaires, on avait dit 2%. Ces études nous avaient dit 2%. Aujourd'hui, c'est peut-être 3%. La question qui se pose, c'est qu'il faut revenir à une situation relativement stable pour arriver à un bon niveau. Mais modéré et stable. Si modéré, c'est 2,5 ou 3, pourquoi pas? Mais c'est la stabilité des prix. Exactement. Dans le mandat, et on le traduit par... alors avant, c'était proche, mais inférieur à 2%, 2%, etc. Mais la notion de stabilité des prix... C'est très important parce que c'est prévisible. Bien sûr. Merci beaucoup, Michel. Merci pour ce décryptage économique de rentrée sur un sujet ô combien sensible encore aujourd'hui, l'inflation et la prévision d'inflation, avec des années qui seront riches d'enseignements pour tous les prévisionnistes d'inflation. Dans un univers futur qui sera quand même inflationniste. Merci Michel. Michel Remy avec nous chaque dernier vendredi du mois pour ce décryptage éco dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, économiste associé de SPAC.